Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Merci donc de nous retrouver sur ce plateau. Eh bien, nos invités sont déjà là pour parler donc de ces deux thématiques. D'abord le Mali et ensuite le Tchad. Alors, les invités, c'est d'abord vous, Président Célestin Djamin. Vous êtes homme politique. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Boubacar Sidiki, bonsoir à tous les téléspectateurs panafricains et même ceux qui simplement s'ouvrent à l'expérience panafricaine. C'est un plaisir toujours, vous le savez, d'être là. Ça fait au moins une dizaine d'années que nous sommes sur le plateau d'Afrique Média parce que nous y croyons. Nous croyons que c'est une plateforme qui va vraiment aider à l'éveil de conscience panafricaine. Nous le faisons depuis très longtemps et je suis sûr que de toute façon, toutes les raisons nous encouragent à continuer ce combat. Vous savez que je prends un exemple sans entrer dans le sujet. Nous avons connu Idriss Déby qui n'était pas forcément panafricain au départ. Grâce à nous, on a la faiblesse de le penser, avec le temps, le maréchal était devenu un vrai panafricain. Et il en est mort. Surtout, il en est mort. C'est pour ça qu'il nous tient à cœur. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai presque envie de pleurer. Parce que le père est mort à cause de la coloniale. J'étais à N'Djamena lors de son dernier meeting, où il a dit des choses authentiques, vraies, directes. Et j'ai dit à un certain Frédéric Moutoumé, qui est à côté de moi, journaliste camerounais à N'Djamena, que le maréchal était en train de signer son arrêt de mort. Il est mort 11 jours après. L'histoire vous a donné raison. Les faits vous ont donné raison. Parce qu'il était tellement imprégné par nos idées, par le panafricanisme. Il en était tellement convaincu. Et ce jour-là, il n'a pas mâché ses mots. Et quand je vois l'actualité d'aujourd'hui au Tchad, ça me fend le cœur. Ça me fend profondément le cœur. Quand je vois Inda, côté de moi, Inda Déby, au palais des 15, dans cette grande salle, toujours à côté de son mari, que je vois aujourd'hui qu'il y a 50 morts, plus de 50 morts. Quelle tristesse, je suis profondément triste. J'ai pleuré ici quand, il y a quelques mois, au mois d'avril, quand il est décédé. Je ne pouvais pas me retenir parce que c'est un homme qui m'a marqué, quoi. Quand je vois son fils faire ça, vraiment, je suis... Évidemment, cette France coloniale qui est toujours là, à vouloir adouber les gens, à nous empêcher de grandir. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc il faut que tout ça prenne fin. Et je me réjouis qu'Afrique Média existe. Parce que vraiment, nous avons fait un travail colossal de conscientisation des masses africaines. Et nous devons continuer ce travail. Parce qu'il est vital. Il est important que chaque Africain sache que même si nous sommes des patriotes dans nos différents pays, l'Afrique, c'est notre avenir. L'Amérique du Nord est déjà rassemblée. L'ALENA, le Mexique, l'Amérique du Nord, le Canada, l'Asie, les dragons de l'Asie, l'Europe, l'Union européenne. Et nous, nous faisons quoi? On va colporter l'Union africaine, la CEDEAO, pour aller soutenir la France coloniale encore, qui oublie que l'Empire est déjà tombé. C'est quoi cette histoire? Donc j'invite vraiment les Africains à se ressaisir et à se souder les coudes, parce qu'on en a besoin. Seule l'union, comme disait Kwame Nkrumah, seule l'unité va nous sauver. Vaincre ou mourir. En tout cas, M. Aboubakar, merci pour l'invitation. Merci, bravo, Président Célestin Djamin. Vous êtes homme politique. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Juste en face de vous, il est un activateur politique. C'est un panafricaniste. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau l'ambassadeur François Bikoro. Bonsoir à vous, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Sidiki. Bonsoir aux milliards de téléspectateurs d'Afrique Média. Je voudrais d'abord me réjouir de la chance que vous me donnez, pratiquement 3 ans après, de retrouver ce grand combattant des questions panafricaines qui est dans la logique générationnelle dont nous avons convoqué en son temps lorsque nous décidions de faire la marche de Mao Tse-tung. M. Célestin Djamin, pour ne pas le citer, est un peu le référentiel intellectuel et surtout panafricaniste de la lutte et du combat que nous menons, qui est en réalité une continuité d'un combat qui a été mené en son temps
par les pères fondateurs du panafricanisme. Comme je le dis toujours, il n'est pas de bon ton que le TRS sénégalais soit allé sauver l'Europe et la France précisément, une fois rentré au pays, qu'il nous ait dit la vérité, à savoir que le blanc ment, le blanc pille, le blanc vole, mais surtout que le blanc a peur. Rentré au pays, il n'est pas normal que les Célestins Djamène et tous les autres enfants dont nous avons envoyé aller en Europe apprendre à lire le bois au bois, qu'ils soient rentrés et qu'ils cherchent à lire le bois au fer. Je crois que le combat que nous menons aujourd'hui, il a été interprété de diverses manières par les éclopés mentaux, les atropés physiques et intellectuels, qui chaque fois que nous posons la problématique de la dignité africaine, s'empressent de dire que Célestin Djamène a dit qu'il n'aime pas le blanc et que nous devons être racistes. C'est un peu aller plus loin en nous disant que le moteur de recherche que nous avons utilisé, c'est à savoir l'utilisation de la langue dite française pour parler aux Français. Certains nous disent qu'on aurait dû parler le Wolof, l'Ituri et le Lingala pour dire aux Français que le moment est venu que les choses s'arrêtent et que la chose... Vous me permettrez, puisque c'est un débat du mérite panafricain, à la suite de Célestin Djamène, de rassurer Madame Inda Déby Itno qu'en réalité l'erreur avait été commise par ceux qui ont assassiné son mari. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, si M. Thomas Isidore Sankara n'avait pas été assassiné, si tous les autres martyrs de la Révolution n'avaient pas été assassinés, nous ne serions pas assis sur table aujourd'hui pour continuer le combat. Il y a une image qui m'a marqué. Il y a cela 2 semaines, Célestin Djamène, il faut que je vous le dise. 4 ex-premières dames d'un même pays se sont retrouvées ensemble autour d'une autre première dame qui, elle, était en fonction. L'ex-première dame du Nigeria, l'ex-première dame de Tanzanie, l'ex-première dame du Kenya, 4 ex-premières dames du Burundi, main dans la main. Une image qui m'a marqué. Une image qui démontre qu'il est possible que dans cette Afrique aujourd'hui, ce qu'on nous a enseigné, la haine, a lieu et place de l'opposition des idées. Certains ont même défini la position comme étant quelque chose de contraire à l'éthique et à la déontologie dans la marche et la gouvernance d'un pays. J'ai vu la femme de l'ancien président de la République. Ça me fait souvent mal, parce que c'était un ami à moi. Nkurunziza. Je l'ai vu, cette ex-première dame, à côté de la femme de Jean-Baptiste Bagaza, à côté de la femme de Bouyoya. Elle s'est jointe, ces femmes, à côté de l'ex-première dame de Tanzanie et de l'ex-première dame du Kenya. Elles sont venues à la rencontre pour montrer à la face du monde que ce qui avait semblé être une haine entre les différents chefs d'État, devenus chefs d'État chacun par sa manière, mais on a vu ces femmes ensemble. Je crois qu'il y a des images comme celle-là qui aujourd'hui nous rappellent que le combat est vain lorsqu'on y mêle des irrédentismes primaires inutiles. Le moment est venu certainement, Aboubacar Sidiki, que vous nous posiez les bonnes questions pour qu'on libère les esprits. Je suis convaincu que ce soir, d'ailleurs on ne le dira jamais assez, je profite parce que Célestin Djamène est là. Est-ce que tu sais que les gens sont même allés dire que parce que nous avons échoué notre combat, parce que nous nous sommes trompés, François Bikoro ne salue plus Célestin Djamène. Eh bien, on vient donc de le découvrir ce soir, qu'en réalité les reprises stratégiques sont ce que j'explique toujours. La marche de Mao Tse-tung. Il y a des gens qui disent que nous sommes anti-français. Et j'ai même remarqué que le président de la République française est tombé dans ce piège, qui est venu dire que nous sommes, qu'il y a un sentiment anti-français. Et je vois ici l'image à Ouagadougou, je crois, au cours d'une visite d'État d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui a dit qu'un président de la République était allé réparer le climatiseur. Il avait oublié ce jour-là que ce climatiseur avait été construit par Leclerc, une société française.
Je crois qu'il y a un certain nombre de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, nous devons aider nos frères français et européens à mieux être ensemble avec nous. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce soir, contrairement à ce que les gens pensent, parce que je sais qu'ils ont trop peur dans votre pays, le Cameroun, de cette génération qui arrive aujourd'hui, qui a une autre manière de penser la politique qui n'est pas celle qu'on nous a apprise. Celle qui dit qu'un opposant, c'est celui qui ne salue pas un membre du parti au pouvoir dans un pays. Celle qui dit qu'un opposant, c'est celui qui est contraire à celui qui est en face de lui. Ils sont allés plus loin, jusqu'à créer des oppositions tribales, des oppositions économiques, pour expliquer leur malaise. Et chaque jour que Dieu a créé, nous essayons de démontrer à la face du monde que nous avons simplement pris le taureau par les cornes. Le combat de demain, c'est le combat de communication. Si Jésus Christus, 2000 ans après, nous impose encore dans notre subconscient quelqu'un qu'on n'a pas connu, c'est parce qu'il avait la parole et le verbe. Si Che Guevara sont encore présents dans nos subconscients aujourd'hui, parce qu'ils avaient la parole et le verbe. Il n'est pas normal, messieurs les Français, messieurs les Européens, que vous nous fassiez revenir en arrière en croyant que la politique, lorsqu'on est contraire, c'est de tirer la balle à son adversaire. Il meurt sans que vous ayez su pourquoi il criait. Parce qu'un ours qui pleure, un enfant qui pleure n'est pas un ours qui danse. Ce soir, nous allons encore, une fois de plus, vous le démontrer. Et comme Célestin l'a dit, merci une fois de plus de nous avoir fait l'honneur, non pas de se retrouver dans une foire d'empoigne, mais de se retrouver comme la causerie dont on a convoqué il y a de cela 15 ans, celle de la palabre à l'africaine sous l'arbre. Bienvenue à mon jeune frère qui tient le timon, parce que quand nous envoyons le timon derrière, il ne faut pas qu'il court plus que nous, il faut qu'il sache le tenir et il est chaque jour nous rappelle qu'il nous regarde et qu'il nous voit faire. Merci de cet honneur, cette logique générationnelle que vous créez chaque soir dans cette maison qu'on appelle Afrique Média. Merci, nous allons faire encore un effort de pouvoir être à la hauteur de la brillance avec laquelle vous gérez les débats à Afrique Média. Merci à vous, François Bikoro. Vous ne pouvez pas attendre mieux que ce que vous venez de faire là. Merci. C'est donc François Bikoro, activateur politique et panafricaniste. Juste à côté de François Bikoro, j'ai le plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir un autre analyste politique. Lui, c'est Charlie Kenyé. Charlie, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Mouchélé. Un bonsoir très appuyé comme ça à mes chers aînés ici. Je parle du grand frère Célestin Diamène que je découvre à nouveau sur ce plateau. C'est un honneur, pour ne pas vous dire. C'est un très grand honneur parce que, vous savez, lorsqu'on est en politique au Cameroun et qu'on prend position telle que le grand frère Célestin Diamène le fait, on est taxé de tous les noms d'oiseaux. Mais j'ai eu le privilège non seulement de le voir, parce qu'il faut rappeler également que lui et moi, plusieurs fois, nous avons échangé en off sur bien des problèmes qui engagent l'avenir politique et l'avenir stratégique tant du Cameroun que de l'Afrique. Et je puis vous rassurer que il fait partie de ces hommes politiques que je respecte. Voilà pourquoi je tire ma révérence au grand frère Célestin Diamène, parce que son engagement politique nous honore. Ça démontre clairement que ce que nous faisons ici au quotidien a raison d'être. Donc vraiment, avec tous les honneurs qui y vaillent, je crois que les autres devraient suivre la direction de cet aîné. D'ailleurs, je crois que dans maintes plateaux et même sur la toile, parfois, il est un peu taxé de tous les noms d'oiseaux. Mais bon, on a que, si je me permets de penser de ces personnes-là. Mais la réalité, c'est que face à cette minorité, il y a une très grande majorité qui comprennent que, en réalité, c'est le combat qu'il faut mener. Donc vraiment, je suis très honoré d'être à côté de cet éminent homme politique, parce que je crois que le titre, il mérite de l'avoir. C'est un éminent homme politique, parce que la politique, c'est également de lire les enjeux au-delà du jeu, et je crois que les enjeux, le grand frère Célestin Diamène aujourd'hui les a compris. Donc nous sommes très honorés de l'avoir à nos côtés dans ce combat que nous menons au quotidien. Je remercie également le grand frère François Bikoro, qu'il faut le rappeler, ils font partie des générations qui nous ont inspirés dans ce combat. Donc, vraiment, ce sont des révérences, ce sont des éminents, ce sont des sommités. On ne peut que s'appesantir, on ne peut que s'incliner lorsqu'on est en face de telles personnes. Je remercie également votre révérence, je remercie cette chaîne pour ce combat que nous menons au quotidien. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous m'avez fait en m'invitant. On remercie également les techniciens par qui nous pouvons mettre de par l'Afrique. Je remercie également le promoteur de ce média. Je remercie les autorités
du pays justement qui accueille ce média, parce qu'il faut le savoir. Un média avec un ton comme ce que nous avons ici à Afrique Média, il faut avoir des couilles pour pouvoir supporter la pression que subissent justement les autorités camerounaises. En plus, au lieu la prééminence institutionnelle et diplomatique du Cameroun, je salue également les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont engagés dans bien des fronts pour que nous puissions avoir la paix et la sécurité que nous avons actuellement dans ce Cameroun. C'est des personnes qu'au quotidien nous devrons saluer, nous devons remercier, parce que grâce à eux, nous continuons à jouir des petits privilèges que nous avons dans ce pays, cette liberté d'aller et de venir. Je profite aussi pour peut-être recadrer une petite chose que vous avez présenté tout à l'heure comme analyste politique. On peut apprécier aussi ça, mais il faut rappeler que je suis stratège de formation. Je suis spécialiste des questions également de sécurité et de défense. Quoique, exactement, cher aîné, quoique la géostratégie également est une émanation de la géopolitique, parce qu'on ne saurait faire la stratégie sans faire préalablement de la géopolitique. Donc, on peut également accepter la casquette de géopolitique, mais à la base, je suis stratège de formation et c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous m'avez fait en m'invitant au côté. Merci beaucoup à vous, Charlie Kenyir. Oui, François Bikoro. Quand on s'est séparé du maréchal Idriss Déby Itno, il nous avait dit quelque chose de terrible qui nous a glacés. S'il faille mourir pour ça, je suis prêt à aller mourir au combat. Aujourd'hui, ceux qui jugent Idriss Déby Itno, c'est parce que nous ne l'avons pas bien présenté. Et comme je ne veux pas rencontrer le même arbre deux fois en forêt, je voudrais que la jeunesse qui nous suit aujourd'hui, donnez-moi 2 ou 3 minutes pour présenter ce monsieur. Allez-y, François. Nous avons dépassé 50 ans, Célestin Djamène et moi. Mais je vois là, les gens, les jeunes d'un certain âge s'agiter aujourd'hui quand ils découvrent la politique. Et dans votre pays, je crois qu'ils l'ont découvert en octobre 2018. Si vous vous remémorez les années 88, si vous connaissez bien le parcours des 2 seuls chefs d'État que vous avez eu dans votre pays, ils font la même chose, ils disent la même chose, mais chacun de la manière qui n'est pas la sienne. Nous faisons partie de la génération d'un certain Amadou Ahidjo qui avait dit, je crois que nous étions dans les années 88, quand il avait dit l'ordre régnera par tous les moyens à l'université. Amadou Ahidjo. M. Célestin Djamène était là. Dia est encore venu dire la même chose. Nous sommes dans les années 90, 91, 92. Ahidjo a décédé en 88, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai qu'il avait dit avant 88. C'était avant 88. C'était à Bafoussam. Voilà. Que l'ordre régnera par tous les moyens. Par et tous les effectivement, moyens. son successeur a dit la même chose. Et son successeur a dit la même chose. Célestin Djamène est parti en Europe. Parce que j'entends aujourd'hui, on parle de diaspora. Diaspora est un mot créé chez les Juifs. Oui. Qui est un appel au retour à la terre promise. Exodus. Nous, on n'a pas de terre promise, on a une terre. Les Célestins Djamène, ce sont les enfants que nous avons envoyés en Europe à la suite du tirailleur sénégalais pour aller apprendre à lier le bois au bois. Ce que ces jeunes font en Europe aujourd'hui et qu'ils prétendent être de la diaspora, il faut bien faire la différence. Ces gens ont bousculé l'Europe avec responsabilité, avec professionnalisme, mais surtout avec un seul relan, rentrer au pays pour prolonger le combat du tirailleur sénégalais. Monsieur Célestin Djamène est rentré, il nous a retrouvés ici. Il aurait pu se comporter comme tous les frustrés qui sortent d'Europe, qui n'ont pas conçu les maisons et autres, et nous dire que vous m'avez trompé. Il a fait comme le tirailleur sénégalais, il a dit, Bikoro, toi tu es resté ici au pays, voici la photographie de la géopolitique mondiale qui va s'abattre sur nous. Je vous disais tantôt que ce qui fait la force de notre génération, c'est que nous sommes en phase, même si on est dans 2 camps opposés, pas différents. Nous voulons donc, chaque fois que vous jugez Célestin Djamène, lui qui a fait le pas, et vous savez que c'est un pas conséquentiel, il a apporté toute son expertise, mais surtout la véritable lecture de la génération dont nous constituons par rapport à nos parents qui continuent de gérer et de gouverner le pays. Parce qu'un jeune de votre âge doit se comporter comme nous l'avions fait il y a cela 35 ans. Dire exactement les aspirations qui sont celles de votre génération pour que ceux qui gouvernent puissent souvent prendre la mesure de la situation. Et c'est dans ce sens que lorsqu'il fait le pas
C'est un référentiel pour toute la jeunesse dont on ne demande pas de refaire tout le parcours qui a été le nôtre. On ne vous demande pas d'aller mourir en Europe. On ne vous demande pas d'aller casser les ambassades. On vous dit, nous avons fait un parcours, continuez et venez nous demander pourquoi nous avons telle ou telle attitude face à une situation, à une action qui est posée. Célestin Diamant ne peut pas se comporter comme vous deux, parce qu'il a fait le parcours holistique de toutes les formes de gouvernance qui peuvent se mettre en place. Et nous nous réjouissons donc que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, l'image de la politique dont nous avons besoin, elle se reflète entre Célestin Diamant et moi qui suis là aujourd'hui. Quel que soit ce qui va arriver, parce que nous portons l'humaine condition d'une histoire et des faits dont nous avons été tantôt acteurs passifs, tantôt acteurs actifs, si je peux me permettre l'expression. C'est une mine pour votre génération. Vous qui avez ajouté un plus, parce qu'après les tirailleurs sénégalais, ce n'était que la baïonnette, la Bible, on disait il faut sauver. Les Célestins Diamant sont venus avec les diplômes et ils y ont ajouté le patriotisme et le nationalisme. Mais il ne faudrait pas que vous vous trompiez de définition de notre action tant que nous sommes encore vivants. Je demande pardon à Idriss Déby et nous aurions dû profiter amplement de ce revirement spectaculaire parce qu'il a donné la réponse positive à la question fondamentale qu'on pose chaque fois que nous posons un acte. Certains, sans dictionnaire africain, parlent de leur chef d'État à travers des critères de convergence, de divergence qui ne sont pas africains. J'ai appris qu'il y a dictateur, j'ai appris qu'il y a démocratique. Oui, dans la gouvernance mondiale, ça peut se comprendre. Mais quand on vous dit qu'un chef d'État vous appelle et vous dit pourquoi vous m'empêchez d'avancer, pourquoi vous m'empêchez de travailler, on lui dit nous te transmettons les aspirations populaires du moment. C'est ça qui a fait que Idriss Déby Itno ait changé et est devenu un président démocratique. Si on apporte le lexique des Européens chez nous. Un président démocratique, c'est quoi? C'est celui qui nous donne l'opportunité de lui expliquer, comme vous l'avez fait en Djamena, pendant un mois. Comme vous l'avez fait en RDC, quand on voulait mettre Fayoulou. Je peux donner des exemples comme ça, qui sont le parcours de ce monsieur, qui semble encore jeune, mais qui est lourd d'histoire, mais surtout d'acteur et de... Je ne sais pas comment on peut présenter quelqu'un qui observe la situation et prend le risque d'aller l'appliquer sur le terrain avec tout ce que cela comporte comme incompréhension. Je me réjouis que tu n'aies pas flanché. Célestin Diamant, je puis te rassurer que jusqu'à notre mort, nous serons toujours en soutien. Ce qu'on n'a pas pu faire et qu'on demande aux Africains de faire, soyez le bouclier des chefs d'État qui prennent le risque. Comme ça ne marche pas trop de ce côté, je crois qu'il vaut mieux que nous choisissons au sein de notre génération des gens dont on va dire cherchons à constituer le bouclier pour qu'on montre peut-être l'exemple de l'Afrique dont nous avons besoin demain. Je voudrais qu'on célèbre des gens comme Célestin Diamant quand ils sont encore vivants. Merci beaucoup. Je voudrais, avec ta petite permission, mon cher avocat... Oui, j'allais justement vous donner la parole. Oui. D'abord, je remercie Charlie parce que je le connais depuis pas très longtemps. Oui. Mais je peux vous dire que c'est un homme, un jeune, qui fait rarement des compromissions intellectuelles. Quand lui, il a son idée, et qui nous harcèle sur les plateaux. Qu'elle vous fâche ou pas, il se tient à ses idées. J'ai eu quelques échanges avec toi. Je crois qu'il faut saluer ça en Mondovision ici aujourd'hui. Tout à fait. François, quant à lui, je le connais depuis 2006. Equinox TV n'était pas encore créé. 2006. Et le premier journal, le premier droit de réponse, avec Fénelon Maopsen. Tout à fait. C'est Fénelon qui me contacte, me dit, mais je vois François, il est à Yaoundé. Mais tu le connais? Je dis, oui, je le connais. Mais fais-moi venir François à Douala. J'ai besoin de lui. 2006, ça fait presque 16 ans aujourd'hui, presque 17 ans. Et nous avons découvert ensemble le combat panafricain. On a sillonné quelques capitales africaines. Il était toujours d'une passion incroyable. Vous connaissez ses amis, chefs d'État africains. C'est sa passion. J'ai un peu suivi cette passion, en quelque sorte. Et je crois qu'il fait partie de ceux qui ont compris que cette terre d'Afrique, c'est une terre qui est nôtre. Avant la conférence de Berlin, ils nous ont imposé, mon cher Charlie,
la conférence de Berlin, sans consulter notre avis. Eh bien, par l'enracinement de nos convictions panafricaines, nous allons transmettre ce flambeau aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Parce que demain, on ne sera plus là. Dans 40-50 ans, on sera là-haut. On a envie de vous passer un peu le souffle de là où nous serons pour que l'Afrique se réarme mentalement et moralement et se réapproprie ses véritables racines qui n'ont jamais bougé, effectivement. Donc ce combat n'est pas loin, n'est pas près d'être fini. Nous allons le continuer. Avec tous ceux qui ont pris le train en marche. Moi, je suis fier de Camerounais, il n'y a pas de problème. Mais j'ai la conviction que l'Afrique doit se retrouver. Ensemble, l'Afrique doit se retrouver. À chaque fois que vous m'appelez, quand je suis à Douala, je viens à Afrique Média. Merci beaucoup. De manière systématique. Donc c'est un combat qui est noble. Et j'invite tous mes frères et sœurs, au moins à nous regarder. Le jugement est permis. Mais au moins à nous regarder et se former leur jugement. Tout simplement. D'accord, merci. Décidément, finalement, cette émission est devenue une émission de témoignage. C'est très important, mesdames et messieurs. Le témoignage a plus de valeur quand les sujets sont encore vivants. Ils sont là et c'est seulement important. Merci à vous pour votre attention. Nous allons aller en multiplex retrouver d'autres invités qui sont déjà là. Issa Cissé, vous êtes analyste panafricaniste. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Oui, bonsoir Ibrahima, je suis très ému et j'ai écouté votre plateau de ce soir et je suis profondément touché de me retrouver avec vraiment des éminents panafricains qui ont marqué leur pas et qui, à travers eux aujourd'hui, nous avons notre vitrine vraiment pour s'agir d'une Afrique qui va être vraiment le berceau de cette civilisation tant attendu. Je remercie les uns et les autres sur le plateau, tout en remerciant encore tous les auditeurs d'Afrique Média, qui est une chaîne panafricaine qui a osé chapeauter le pas de la renaissance de l'Afrique, tout en rehaussant la voix, en donnant vraiment le parole à tous les Africains aujourd'hui qui détiennent cette réalité absolue et pour l'avenir vraiment de notre continent. Je remercie le président, je remercie l'ambassadeur, je remercie le jeune qui est à côté de vous et je suis très touché, franchement, et merci à eux. Je ne peux que dire vraiment merci à eux et moi je suis très flatté de me retrouver en face d'eux ce soir. Merci à tous les gars. Franchement, je suis aimé. Merci. Issa Cissé, vous êtes analyste panafricaniste. C'est un plaisir donc de vous avoir sur ce plateau du mérite panafricain des premières dames. Alors, si Issa Diawara est avec nous, Issa Diawara, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à tous vos invités au niveau du plateau. Bonsoir à mon homonyme Issa Cissé. Je salue également tous ceux qui se battent pour la libération totale de l'Afrique. Nous espérons en tout cas que c'est un combat qui va aller plus loin. Parce que plus ça devient dur, je pense que plus c'est doux, plus c'est bon. Et nous disons aux Africains que la victoire est de notre côté, mais la victoire, elle n'est pas encore acquise. Et il faut réellement attacher la ceinture. C'est le moment décisif. Nous arrivons à un tournant très important. Et je pense que les ancêtres, les fantômes, les dieux, les divins, en tout cas, il y a d'autres croyances qui sont en train de nous accompagner dans ce combat. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous voyons entre nous, mais je pense en réalité que les Africains ne sont pas seuls dans ce combat. C'est un combat de la libération qui va même au-delà peut-être de l'espèce humaine. Et je pense, je suis convaincu, je reste très optimiste que nous allons gagner ce combat. Et je profite une fois de plus pour saluer tous ceux qui sont en commentaire à ce moment présent, qui sont en train de nous suivre et qui ne manquent jamais une occasion. C'est auprès de leur forfait, auprès de leur... En tout cas, c'est un engagement et cela va de soi. Il faut que chaque Africain soit engagé, chacun à sa façon. Nous saluons le Cameroun d'avoir permis au moins de mettre à disposition des chaînes panafricaines parce que autant peut-être dans les années 60, il y avait les Modibo Keïta, les Sékou Touré. Peut-être ce qui avait manqué, c'était peut-être des médias panafricains pour essayer de corroborer un peu, pour essayer de chapeauter le combat qu'ils étaient en train de porter, de Kwame Nkrumah.
Et aujourd'hui, si dans les années 2010 jusqu'à 2022 aujourd'hui, nous avons des chaînes panafricaines aujourd'hui qui prennent l'ascendance. Parce que nous voyons fréquemment même des hommes du système, en tout cas français, des politiciens français, aujourd'hui venir témoigner sur l'Afrique Média et sur d'autres médias. Nous disons bravo, c'est l'Afrique qui est en train de gagner, c'est l'Afrique qui est en train de se libérer. Autrefois, les médias qui parlaient au nom de l'Afrique, c'était bien sûr RFI, c'était peut-être d'autres médias français, c'était France 24, c'était Jeune Afrique qu'il fallait lire, qui nous incitait que l'Afrique était jeune et que l'Europe se faisait appeler vieux continent. Or, en réalité, vieux continent, c'est l'Afrique. Tout a commencé ici et tout prendra fin ici. Je vous salue et je vous salue une fois de plus pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup à vous, Issa Diawara. C'est nous qui vous saluons. Vous êtes panafricaniste. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, nous allons prendre donc le premier thème de ce soir, mardi dernier. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a presque tourné en un clash entre Paris et Bamako à travers le ministre des Affaires étrangères. Réunion pour présenter le rapport sur le Mali. Le ministre Abdoulaye Diop en a profité pour rappeler à tous la plainte du Mali formulée contre la France et déposée devant le Conseil de sécurité. Une plainte qui attend toujours d'être ouverte dans le cadre d'une session spéciale. Et à ce sujet, règne un étrange silence. Président Célestin Diallo. Oui, mon cher Boubacar, l'ONU est censée représenter la famille des nations du monde. Il se trouve que le Mali est un État membre de la grande famille mondiale qui siège à New York. La France, qui avait promis de combattre le djihadisme au Mali, et notamment à Kidal, au Nord Mali, est venue plutôt s'intéresser à l'or du Mali, est venue plutôt s'intéresser à la collaboration objective avec les djihadistes. Ainsi donc, le terrorisme qui était censé être éliminé, éradiqué par l'opération Serval d'abord, Barkhane ensuite, a été renforcé. Donc du coup, effectivement, les Maliens, par acquis de conscience, se sont rendus compte que ce sauveur venu du Nord, qui avait des ambitions de stopper l'invasion, le phagocytage du Mali, est venu plutôt pour ses intérêts, comme d'habitude, propres. Ça date pas d'aujourd'hui, évidemment. Mais là, les gens y avaient cru. Et donc, ces agissements, absolument inacceptables, de prise de renseignements, d'infiltration, de livraison d'armes, détaillés dans la plainte du Mali au Conseil de sécurité, démontrent que la France n'était pas là pour protéger le Mali. Et il y a des preuves. Ce qui m'étonne, c'est que l'ONU, à qui il manquait encore une certaine crédibilité, reçoit une plainte. Quand vous recevez une plainte, mon cher Aboubacar, vous l'examinez d'abord. Avant d'en juger le bien ou le mal fondé, vous avez le devoir d'examiner la plainte. Le 14 août, M. Maïga a introduit une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU parce que la France s'est livrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des violations répétitives de l'espace aérien, à des violations de la sécurité intérieure et surtout de l'intégrité territoriale du Mali, avec des chiffres précis, des heures précises, des dates précises. Ce rapport a été rappelé par M. le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Choguel, récemment à l'ONU. Il a rappelé brièvement. Mais 2 mois après l'introduction de la plainte, il n'y a toujours pas d'examen de cette plainte. Alors, que dire aujourd'hui? Est-ce que l'ONU a été créée pour servir les vainqueurs de la guerre? Est-ce que l'ONU a été créée pour servir les pays puissants du Nord? Ou est-ce qu'elle a été créée pour apporter une certaine régulation dans les rapports du monde? Je ne comprends pas comment la plainte d'un pays membre de l'ONU n'est toujours pas 2 mois après examinée. On nous sort une réunion de couloir
soi-disant, sur la situation sécuritaire du Mali. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nous dire, par rapport à cette plainte gravissime, où il y a quand même des accusations graves, pourquoi on n'examine pas la plainte? Je crois que là, l'ONU est en train de susciter un rejet terrible de la part des Africains, en tout cas que nous sommes, par rapport à ce type de comportement. La France est le dernier empire à croire encore qu'elle a les choses en main. Bien sûr qu'elle a toujours en Afrique ses représentants, vous les savez, je ne vais pas les citer, les Ouattara, les Macky Sall, les Sissoko Mbalo, etc. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, globalement, ce n'est plus l'Afrique de grand-père, ni même l'Afrique de papa. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Et le Mali, lors de ce conseil de sécurité de mardi dernier, mardi 18, a redit ceci, a réitéré ses accusations contre la France et demandé à être entendu par le conseil de sécurité. Mais l'ONU a plutôt botté en touche. Le Premier ministre, le ministre surtout des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a interpellé directement Guterres pour lui dire, mais écoutez, avec tout l'honneur, tout le respect qu'on vous doit, où est passée notre plainte? Ne sommes-nous pas un pays membre de l'ONU? Mais qu'est-ce qui se passe? Voudriez-vous que l'Afrique entière quitte l'ONU? Comme Hitler menaça en 1940 avec la SDN? Non, il faut que les choses soient claires. On sait ce que la France, les exactions que la France a commises au Mali. On sait qu'elle a collaboré avec les djihadistes qui ont fait allégeance à Daesh et à Al-Qaïda, tout le monde le sait. Mais au moins, je crois que l'élément le plus basique serait d'examiner cette plainte. D'examiner, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le concert des nations, pour préserver un peu de crédit qui est consubstantiel à son existence, doit avoir la même considération pour tous les membres. Vous savez très bien, Aboubacar, que l'Afrique n'a pas encore un représentant au Conseil de sécurité. Alors, et vous avez l'impression que l'ONU n'a pas la même considération pour tous les membres? Je ne crois pas, je ne crois pas. Parce que aujourd'hui, la preuve en est que depuis 2 mois que le Mali a introduit, n'est-ce pas, une plainte tout à fait nourrie d'exemples, de preuves, l'ONU, sans aucune raison rationnelle, refuse d'examiner cette plainte. Quel est le motif avancé? Rien. C'est motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Il n'y a aucun motif officiel avancé par l'ONU du fait de la non-examination de cette plainte. Et moi je dis que c'est un manque de considération pour les États africains. Il va donc falloir que nous fassions chorus pour faire entendre nos revendications, au moins sur le cas du Mali. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de dire que le Mali vient d'ouvrir pour nous une brèche. On pensait la France invincible, influenceuse à jamais de la terre africaine, sur la terre africaine. Il n'en est rien. Toi derrière, à enfourcher, Assimi Goïta a saisi la balle au bon. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Afrique, quand elle veut, peut se remettre debout. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, cette contestation entre le Mali et la France, nous donne l'occasion à nous, panafricains, de rappeler aux yeux du monde que nous pouvons nous réinventer. On n'avait jamais eu besoin de la France coloniale pour être nous-mêmes. La preuve, quel a été le progrès de l'Afrique depuis 1940, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, pardon, et bien avant d'ailleurs. Qu'est-ce que la France nous a apporté? Savez-vous par exemple que la France détient la 4e place en tant que producteur d'or dans le monde, alors qu'elle n'a pas de mine d'or? Elle prend ça où? Si ce n'est dans ses ex-colonies africaines. Donc aujourd'hui, il est clair que ce mouvement va jusqu'au Tchad. Aujourd'hui, on a vu récemment des populations encore, il y a quelques jours, qui crient leur dédain de la France, à juste titre. Parce qu'on ne peut pas. On n'est pas contre la coopération systématique entre les États du monde. Non. Mais nous voulons une coopération fondée sur les valeurs de respect mutuel. D'accord. Pas sur les relations paternalistes d'esclaves à maître. Nous n'en voulons plus. Et en tout cas, sur votre question concernant cette plainte au Mali, à l'ONU, au Conseil de sécurité, il est impératif que l'ONU sache que nous en tirerons les conséquences. Si cette plainte n'est pas examinée. Parce qu'on ne peut plus continuer ainsi. D'accord. Il s'agit d'une question de respect, une question de considération pour les États membres issus de l'Afrique. Merci.
Merci beaucoup à vous, Président Célestin Diamé. Alors, Issa Diawara, dis-nous un peu, monsieur. Alors, vous suivez également cette actualité malienne qui se joue au niveau des... De vue Issa Diawara, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui le blocage ou le silence observé au niveau du Conseil de sécurité par rapport à la plainte déposée par le Mali depuis pratiquement mi-août dernier? Vous pouvez activer votre micro, Issa Diawara. Ah, ok, c'est bon. Voilà, c'est bon? Allez-y, nous... Ok, d'abord, permettez-moi à la table de mon discours de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au Tchad, que leur âme repose en paix, et je souhaite prompt rétablissement aux blessés, et je condamne jusqu'à la dernière rigueur, en tout cas, le massacre qui a eu lieu au Tchad. Maintenant, pour répondre à ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, dites-vous qu'en réalité, ces dossiers montrent tout simplement que l'aménagement n'a plus sa raison d'être au Mali. C'est simple. C'est-à-dire, le Mali porte plainte. Pourquoi il y a l'aménagement au Mali? La question qu'il faut se poser, pourquoi il y a l'aménagement au Mali? Il y a l'aménagement au Mali parce que quand la France est arrivée au Mali, c'est la France qui a fait introduire une résolution, c'est pas le Mali. C'est la France qui a fait introduire une résolution pour faire déployer ce qu'elle appelle des forces onusiennes au Mali. Pourquoi la France a fait introduire cela? Parce qu'on a dit qu'il y avait des terroristes, qu'il y a des terroristes, qu'il y a, je sais pas, des djihadistes, qu'il y a qui, il y a quoi, islamistes, comment ils vont appeler tout ça, qu'il y a cela et que le Mali est déstabilisé. Et qu'il doit avoir des forces onusiennes pour protéger les civils. N'oubliez jamais cela. Maintenant, ces casques bleus de l'ONU qui sont venus ici par la France, et que c'est la France qui a fait prolonger leur mandat dernièrement. Le Mali maintenant en cherchant les problèmes, puisque la France même après 9 ans, aucun résultat. Le Mali a commencé à chercher les problèmes. Où se trouvent les problèmes? N'oubliez pas que c'est le peuple malien qui s'est levé pour dire que nous, on n'est pas d'accord, qu'on ne peut pas avoir cette insécurité avec les satellites, les drones, avec tout ce que la France peut disposer. Et c'est le désert, ce n'est pas la forêt comme au Congo. C'est le désert où on peut voir les individus se déplacer aisément, facilement. Donc cela n'est pas admissible. Donc à la suite de cela, le peuple malien a continué la manifestation jusqu'à ce que le régime Ibeka qui était pro-français soit renversé. Et dans cela, le peuple malien a continué à pousser pour que la France sorte du Mali. Et Dieu merci, depuis que la France est partie du Mali, il y a moins d'attaques. La France nous a mené l'aménagement, les forces onusiennes, parce qu'on dit qu'il y a les terroristes ici. Mais ok, les nouvelles autorités du Mali ont fouillé, ont mené des enquêtes, les renseignements, les investigations. On est parvenu à la conclusion, ce sont les autorités du Mali qui sont parvenues à la conclusion que c'est la France qui est derrière les terroristes. Voici l'ONU, les forces onusiennes sont venues pour le problème du terrorisme. Et le Mali a trouvé où se trouvent ces problèmes. On dit que c'est la France qui est derrière les terroristes. C'est la France qui les arme. C'est la France qui les forme. C'est la France qui les entraîne. Et le Mali dit détenir toutes les preuves dans ce sens. Et alors, le Mali porte plainte. Le Mali saisit le Conseil de sécurité. N'oubliez pas, c'est l'instance de tutelle au niveau mondial aujourd'hui. On n'a pas tapé à une mauvaise porte. Nous avons tapé à la bonne porte. Maintenant, on a saisi l'instance onusienne. Les doyens, l'aîné vient de le dire. Mais pourquoi on refuse qu'il y ait cette réunion? Personne ne convoque la réunion. La France même est là. Quel est un peu votre point de vue? Vous pensez, est-ce que les Nations Unies, qu'est-ce qui fait blocage au niveau des Nations Unies de votre point de vue, Issa Diawara? Est-ce que les Nations Unies sont en train de subir une certaine pression? Et de qui, si c'est le cas? Prenez le temps, je vais venir à ce niveau et ça ne va pas prendre beaucoup de temps, rassurez-vous. Permettez à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de bien suivre le raisonnement. Donc je dis, à ce niveau, le Mali a porté plainte d'abord au bon endroit, donc, et le timing est très bien fait. Maintenant, ça bloque, il n'y a pas de réunion. Pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que nous demandons tout simplement, le Conseil de sécurité d'abord est très mal organisé. Ça montre tout simplement que ce Conseil de sécurité est fait contre, en tout cas ce qu'on appelle le tiers-monde, notamment l'Afrique.
C'est-à-dire, nous ne sommes pas invités au Conseil de sécurité. Ce n'est pas nous, notre organe. C'est ce que les États africains doivent comprendre. Si c'était la France qui avait des éléments, que c'est le Mali qui est en train d'amener des terroristes en France, on allait avoir une réunion, oui ou non? La réponse est oui. Si c'est un allié de la France, un valet de la France, M. Ouattara, par exemple, avait des preuves que c'est le Mali qui amène des terroristes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il allait avoir réunion contre le Mali, oui ou non? Oui. Il allait avoir cette réunion. Pourquoi il n'y a pas cette réunion? Parce que c'est la France qui est épinglée. Parce que la France est en train de voir les conséquences. Nous avons tout en dit, les conséquences, c'est quoi? D'abord, c'est le départ de toutes les bases françaises de l'Afrique. Autre conséquence, cette histoire du terrorisme va prendre fin dans le monde. On comprend que c'est un produit qui a été fabriqué, tout comme on fabrique les bombes biologiques, les bombes nucléaires, pour déstabiliser les pays, pour déstabiliser en tout cas l'humanité. Donc cette histoire de terrorisme est une fabrication occidentale. L'Occident, n'oubliez pas, formate des attentats sur leur propre sol pour justifier leur intervention à l'étranger. Donc aujourd'hui, le Mali tient la France où ça fait mal, on le répète. C'est la France qui refuse qu'il ait cette réunion. Regardez, les 3 pays africains qu'on dit qui siègent là-bas, c'est quoi? Le Gabon. Le Gabon, non, il faut appeler le chat par son nom. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le Gabon? C'est un pays africain qui dit être victime du terrorisme, de faire provoquer cette réunion. Le Gabon ne le fait pas. Ensuite, regardez le Ghana. On connaît Nana Akufo-Addo, l'homme que Macron a appelé au téléphone pour faire sanctionner les Mali. Est-ce que Nana Akufo-Addo va le faire? Non. Et nous connaissons le Kenya pour être bien sûr au crochet des États-Unis et de l'Angleterre. Il reste qui en Afrique pour convoquer cette réunion? Les pays qui sont censés représenter l'Afrique là-bas, qui avaient autorisé même que la Libye soit détruite, ces pays sont des pays africains, mais aujourd'hui des dirigeants roulent uniquement pour le bloc occidental. Donc en réalité, le blocage, c'est le dysfonctionnement au niveau du Conseil de sécurité. C'est l'Afrique qui n'est pas conviée au Conseil de sécurité. Maintenant, à nous de voir. Allons-nous doter l'Afrique d'un autre Conseil de sécurité ou qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour obtenir un passage en force au niveau du Conseil de sécurité? Voici le débat qui est sur la table. Il n'y aura jamais un problème africain qui sera tranché au Conseil de sécurité dans sa conception actuelle contre les intérêts d'une puissance, en tout cas d'une force occidentale. Ce n'est pas le cas, que cela soit très clair. En tout cas, c'est ce que nous constatons. Il y a ce blocage. Donc, le Conseil de sécurité n'est pas pour les Africains. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Allons-nous continuer à avoir nos yeux pour pleurer, pour dénoncer, continuer à crier sur les médias, où les États africains doivent créer une force alternative pour contourner ce Conseil de sécurité? Ou encore, quelle est la politique aujourd'hui que les dirigeants africains au niveau de l'Union africaine peuvent mettre en place pour bien sûr obliger le Conseil de sécurité à prendre en question, à prendre en charge bien sûr les problèmes d'Afrique? Voici entre autres les problématiques qui sont soulevées de par ce problème du terrorisme de la jet française bien sûr contre le Mali. Comment régler ce problème? En réalité, c'est un dysfonctionnement total au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, le Conseil de sécurité, il est occidental, c'est vrai. Il n'est pas pour l'Afrique, c'est vrai. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour s'approprier ce Conseil de sécurité? À défaut de cela, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour rendre ce Conseil de sécurité moins nuisible contre elle? Ou à défaut, qu'est-ce que l'Afrique peut faire aujourd'hui pour contourner ce Conseil de sécurité? Voici entre autres les questions qui sont posées. Merci. Merci beaucoup pour ces questions que vous avez évoquées là. On y reviendra certainement dans la phase des propositions. Alors, ambassadeur François Bikorom, vous avez suivi tout à l'heure le président Célestin Djamin qui a donné un peu ce qui pense comme des explications. Je crois en une seule phrase, le professeur, le président Célestin Djamin a fait pour nous faire savoir ce soir que de son point de vue, le Conseil de sécurité n'a tout simplement pas de respect pour les pays africains.
Alors Issa Diawara dit pratiquement la même chose et pense qu'il y a certains pays qui seraient, qui tenteraient de faire pression contre pression sur les Nations Unies pour que le dossier du Mali ne passe pas et que ce conseil même ne travaille pas pour l'intérêt des Africains. C'est quand même difficile. On n'arrive pas à comprendre. Les Nations Unies pour tous les pays et encore plus pour les pays africains. Comment est-ce que vous comprenez cela, François Bikoro, qu'aujourd'hui un pays comme le Mali pose un problème aussi sérieux et qu'il n'y ait pas vraiment de réponse jusqu'à ce jour? L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas. Mais elle bégaye. Et ce que nous constatons aujourd'hui dans la géopolitique mondiale, le bégayement est devenu tout soutenant. Il ne faut pas perdre les arguments. D'abord, je voudrais m'adresser à mon petit frère Issa Diawara. Le rappel historique sur les actes posés par M. Célestin Djamène n'était pas un fait de hasard. À mon âge, je ne dis jamais rien au hasard. En toute chose, il faut maîtriser la situation et les personnages. Ce qui se joue aujourd'hui dans la géopolitique mondiale, il ne faut pas se distraire. Deux grandes catastrophes, post-esclavagisme, post-colonialisme, et tout, non, post-esclavagisme, déportation, sont du fait des Européens. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Des prétextes périphériques ont fait en sorte que nous ne soyons pas attentifs sur les véritables motivations des institutions dites mondiales. C'est-à-dire? Vous connaissez l'Empire ottoman, la soie. Lorsque l'Europe se rend à l'évidence que ces gens sont en train d'arriver à grands pas, gérant l'économie mondiale, ils ont d'abord créé une zone tampon, le Turkménistan qui est devenu la Turquie, où ils y ont mis des Arabes pour présenter à la fin du monde le bon arabe. J'allais dire le bon arabo-musulman. Au moment où je vous parle, le seul pays européen développé industrialisé s'appelle la Turquie. Parce qu'on voulait dire voici le bon. Et lorsqu'on se rend à l'évidence que ça ne gère pas un problème, ils prennent pour prétexte l'attentat de Sarajevo. Un arabo-musulman a osé tirer sur le cortège d'un judéo-chrétien. Il paraît que c'était un duc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Toujours est-il que c'était le prétexte pour déclencher une action d'éradication de toute velléité d'une civilisation antique sur la civilisation de l'Europe occidentale. Nous en reviendrons tout à l'heure avec le géopoliticien s'il y a un continent qu'on appelle Europe occidentale. Et là se met en place ce qu'on a appelé la société des nations, mais qui en réalité était calquée sur l'économie et le charbon, je crois, le charbon, l'acier. Voilà, l'acier. Toujours où? En Europe. Maintenant, ça part du prétexte européen pour avoir un prétexte judéo contre chrétien. Les gars s'arrangent à ce que l'hégémonie juive, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ne ramène pas la volonté d'éradication d'une civilisation portée sur toute pièce. Leur chef de file s'appelle Adolf Hitler. Il n'a pas beaucoup fait, parce que s'il avait beaucoup fait, on ne serait pas sur ce plateau aujourd'hui. Il n'a éliminé que 6 millions. Imaginez si les 6 millions de juifs pour lesquels Hitler avait pour mission d'éradiquer avaient vécu. On ne serait pas en train de parler du Conseil de sécurité. L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Ils se sont donc assis. Après 2 erreurs monumentales, ce n'est pas des fautes.
sont dit, la qualité que ça part là, il n'y aura plus jamais d'Occidentaux. Ils se sont assis entre eux pour dire, on parle de la société des nations qui s'était entre nous et on se combattait. Ouvrons le champ pour que dorénavant, nos combats d'éradication de la race occidentale se passent ailleurs. 39-45 aboutit donc à la mise en place de ce que vous appelez Organisation des Nations Unies. Mais il me semble qu'en 1945, il n'y avait pas une nation autre unie que la nation africaine. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me le dire. Des gens font une guerre entre eux, décident que la guerre s'arrête, mais disent qu'à partir de maintenant, si on a un problème, il y a un théâtre d'opération. Et celui qui, le premier, expérimente cela, c'est le type qui est allé faire Nagasaki et Hiroshima. Comme les gens n'y croyaient pas, ils disent, bon, au lieu que je vienne faire ça chez nous, parce que l'Asie a deux genres d'Asie, l'Asie eurasiatique et l'Asie des autres. Il est allé faire ça où? Dans le mauvais Asie. C'est cette Asie-là qui a la Russie aujourd'hui, qu'on a poussé la Russie de ce côté. Qu'est-ce que les deux bombes allaient faire à Nagasaki et à Hiroshima, alors que les gens font la guerre passée en pleine Europe? Vous n'avez pas été attentif au cours de ces deux guerres. Le petit frère va bien expliquer ça. Moi, je suis un observateur. L'Afrique a joué le rôle. L'Afrique a joué le rôle. D'abord, avant la guerre, de pourvoyeur de croissance. Quand un type fait dans la cale d'un bateau, 4, 5, 6 mois, celui qui est venu le rapter est malade, il va directement à l'hôpital, il est... C'est pour cela qu'en français, quelqu'un a dit, nous perdons le temps pour rien. Les gens qui peuvent arrêter cette guerre, c'est les Africains. On tape dans les plantations, ils meurent de famine, la canne à sucre monde, ça produit la croissance. Ils sont donc venus chercher les Africains, qu'on appelle tirailleurs sénégalais. Parce que la porte de sortie s'appelait Gorée. Parce que j'entends les docteurs en doctorat dire c'est les Sénégalais. Non, Sénégalais était un générique. Parce qu'on ne pouvait pas... Nous avions la nation africaine, mais c'est par le Sénégal qu'on passait. Le même générique que nous utilisons quand on dit France. Je parle au docteur en doctorat. Quand nous on dit France, on parle de l'iniquité occidentale. Parce qu'on ne va pas se mettre à dire États-Unis, machin, truc. Non, nous disons France parce que c'était un générique langagier. Qu'est-ce qui s'était passé quand ils partageaient l'Afrique? C'était la société des nations. Ils voulaient... Quelle est cette société des nations où... Je vais aller vite pour qu'on ne se tape pas le corps. On a créé, je vous cite quelques organisations internationales. Parce que je ne comprends pas que nous, on n'a jamais créé une guerre mondiale. Pourquoi on nous demande de faire le combat qui n'est pas le nôtre? Le combat de l'insécurité n'est pas un combat africain. Ce n'est pas un combat africain, les histoires de Daesh, nous ne connaissons pas ça. C'est arabo-musulmans contre judéo-chrétiens, ça se passe chez eux là-bas, dans leur continent asiatique. Programme alimentaire mondial, comment des gens peuvent créer une histoire où nous on n'a pas faim, mais ils créent un programme alimentaire mondial pour uniquement alimenter les Africains. Fonds monétaire international. On n'est pas dans le commerce avec vous. Nous mangeons à la cueillette et tout ce qu'on veut. Pourquoi vous créez un fonds où nous nous mettons de l'argent et vous dites que c'est pour venir nous aider? Comment celui qui met l'argent dans un fonds peut être aidé par le gardien du fonds qui n'y a rien mis? Banque mondiale. Ouais, je vais aller un peu plus vite. Fonds des Nations Unies pour la population. Un seul objectif, ne procréer plus. C'est quand même assez curieux. On dit c'est le Fonds des Nations Unies pour la population, mais on dit Africains ne procréez plus. Or, ils savent très bien que dans le commerce mondial, il y a deux contingents, je peux me tromper, mon professeur est encore là. Il y a le producteur et le consommateur. Les deux se tiennent. Mais quand vous vous dites que nous, on ne doit pas procréer, ça veut dire que nous ne serons ni producteurs, mais uniquement consommateurs. Quand vous voyez OMS,
l'actualité brûlante de l'heure. Comment on peut créer une organisation mondiale? On n'a jamais connu la peste. Tout ce que vous voyez les Occidentaux faire là, c'est les conséquences de la rudeur des maladies qu'ils n'ont pas pu éradiquer chez eux. La peste! La peste est une maladie de la saleté! Mais ils disent qu'ils ont créé l'OMS pour nous aider à ne pas mourir. Un type qui est dans la forêt, il meurt en quoi? L'UNESCO, l'autre bras séculier, disent que c'est pour l'éducation et la culture. Pourquoi on n'enseigne pas la culture bamileke à Paris? Pourquoi on n'enseigne pas? On transmet des valeurs qui ne sont pas les nôtres. L'OMC, mon Dieu, vous disiez tantôt qu'il y a quelqu'un qui a l'or, sans avoir une terre où l'or sort. Hein? Dans toutes les organisations qui ont été créées, si vous oubliez pourquoi on a mis en place l'ONU, vous serez dans les questionnements de mon petit frère qui dit l'ONU attend quoi? Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la forme moderne de la première et la deuxième guerre mondiale. Une seule variante, l'Afrique dit qu'elle ne joue plus le mauvais rôle. Ce que vous voyez, l'arrière-petit-fils de Modibo Keïta, au Mali. Dans les temps modernes, ce que Touré a fait. En 58. Ce que vous voyez les petits enfants faire là, ce que Touré l'a fait à son âge. Monsieur Thomas Isidore Sankara. Sommet de viande ou de quoi là, je ne sais pas. Ou un chef de bureau de quoi était venu le recevoir sous la neige, il y avait un sommet de en France. Mais il dit, mais comment? Quand ce monsieur vient chez nous, 4 jours de férié. Le lendemain, monsieur Mitterrand, pour le récompenser, lui dit que la Banque mondiale et le FMI vont lui faire une aide de quelques 450 milliards de francs CFA. Et le lendemain, il voit les Kalachnikov arriver. Pourquoi les gens insistent pour qu'on fasse le combat à leur place? Ce que vous voyez le Mali faire. Et le conjonctement de l'histoire de l'oubli. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, l'Empire malien est la forme la plus complète de gouvernance mondiale depuis la nuit des temps. M. Diawara allait convoquer, vous êtes un pays compliqué. Est-ce que vous connaissez Tombouctou? Tombouctou, la bibliothèque la plus vieille au monde, sans clous, sans fenêtres, sans électricité. Qu'est-ce que les djihadistes qui disent qu'ils sont musulmans? Comment expliquez-vous qu'un musulman aille détruire l'histoire de la communauté arabo-musulmane? Non, ce n'était pas les musulmans. Ce n'était pas les musulmans. Et c'est ce qui amène notre petit frère, vaillant petit frère, nos dames, c'est que 39-45, 16-19, je ne vous parle pas de ces pays et autres, n'ont pas eu la chance d'avoir des gens comme vous, Célestin Djamène et Charles Kéré. La malchance de ces frères-là, c'est que c'est d'autres qui racontent leur haut fait d'armes. Eh bien, la nouvelle génération des panafricanistes dont nous sommes, on nous a dit hier, c'est la 15 ans, Célestin Djamène, tu vas mourir puisque tu n'iras plus en France. Depuis que tu ne pars plus en France, est-ce que tu es mort? C'est donc qu'il s'agit donc, le petit frère lui va bien expliquer parce que nous on n'est pas très fort. C'est la peur que le partage de ce jour-là, c'était Yalta ou c'est pas? Oui, Yalta et à Berlin d'abord. Voilà, quand les frères ne s'entendent plus, l'un dit qu'on avait dit que tu ne touches pas tel arbre, tu allais toucher vraiment, je me fâche. Donc le dernier soubresaut d'un frère, qui était le parrain, comment expliquez-vous que chaque action que l'Afrique voulait faire, c'est les parents qui parlaient à leur place? Ce que vous voyez, l'enjeu, c'est que la France a peur de perdre le paiement de l'impôt colonial. Parce que, nous le disions tantôt avec le maréchal Idriss Déby Itno, vous nous avez reproché, vous jeunesse africaine, vous dites que nous côtoyons les présidents déclarés dictateurs. Et je suis content que vous disiez que le Mali est un exemple. Le Mali est fort, M. Diawara, parce que le peuple
peuple malien a mis la ceinture de sécurité. Ne parlez pas de Conseil des Nations Unies. Le Mali a gagné la bataille. Je vous ai dit, la bataille de demain, c'est la bataille de communication sur le verbe. C'est terminé. Les Maliens ne veulent pas que le Conseil de sécurité se réunisse. Chez nous, les Bantous, on dit qu'il ne faut pas donner la honte à un papa publiquement. Qui nous crut que la France allait trembler quand on lui dit va au Conseil de sécurité, tu nous dis ce que tu fais là-bas. Personne ne pouvait le croire. La bataille a été gagnée. Je ne veux même pas qu'on aille au Conseil de sécurité parce qu'on peut découvrir qu'en dehors de la France, il y a d'autres choses. Le débat aujourd'hui, c'est que vous, Maliens, quand je dis Maliens, c'est un générique, jusqu'où vous êtes prêts à supporter votre colonel que nous disons aujourd'hui qu'il a fait un bon acte. Jusqu'où vous êtes prêts? Quand je vous vois encore utiliser des termes compliqués, même la terminologie langagière doit changer. C'est terminé. N'utilisez pas les mêmes termes que les autres pour nous qualifier. Cet enfant, quand vous allez voir les 4 colonels qui se fâchent, c'est la conséquence de ce frère qui vous a dit restez avec moi. Comme ça a été décidé après 1945, je vous protégerai de tout. Et le Mali, je termine par là, c'est important parce que nous on donne seulement l'histoire. Merci beaucoup François Biko. Et le Mali, c'est l'Afrique qui constate que tous les supports de gouvernance mondiale ont été fracassés au détriment de l'Afrique. On nous a dit qu'il faut être démocrate en changeant chaque 2 minutes les chefs d'État. Le Mali a déjà expérimenté ça, vraiment mon frère. On nous a dit laissez les bases militaires se mettre en place parce que personne ne peut vous arriver. Le Mali a expérimenté ça. On nous a dit les militaires ne doivent pas être chefs d'État. Le Mali vient de découvrir que De Gaulle était un militaire. C'est ça qui fait peur. C'est pour cela que le Conseil de sécurité, qui n'est pas que composé de la France. Tiens, je parle devant un démocrate. Mais 5 membres du Conseil de sécurité sont là, non? Combien sont européens? C'est curieux. Nous sommes déjà 192 pays. Nous sommes de 45 aujourd'hui, on a déjà dépassé 60 ans, non? C'est presque 100 ans. Comment donc on peut nous dire de faire la gouvernance par changement démocratique et celui qui doit surveiller l'application de cette gouvernance à les mêmes personnes? C'est là que je me souviens pourquoi nous devons aimer la Chine et la Russie. Est-ce que vous savez que ce que le Mali fait aujourd'hui, M. Amadou Ahidjo l'a fait en 1973? L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas un bégaye. Les Nations Unies, par la France, qui avait démantelé la société Intrap dans la région Aquitaine, et qui a déposé ça notamment au Nigeria, dans une région qui, curieusement, avait beaucoup de pétrole. Vous savez que celui qui a dit non aux Nations Unies s'appelle Amadou Ahidjo. 2 personnages ont joué des rôles différents. Zoé Kangaki a rapidement signé pour qu'on abatte les frères nigérians. 2 minutes après, Amadou Ahidjo l'a remplacé par William Aurélien et Teki Amoua. Et c'était la première fois qu'un pays peut avoir 2 secrétaires généraux dans une organisation panafricaine qu'on appelait l'Organisation de l'Unité africaine. Il nous appartient, nous qui avions la science infuse comme le petit frère. Pour chuter François Biko, les jeux, les enjeux. Pour chuter, s'il vous l'homme plaît. politique doit expliquer la gouvernance que nous allons laisser en place demain. Ne tombons pas dans le piège de suivre une poule qui va à l'abattoir et dont le dernier pied bouge. Si vous la suivez, on va croire que c'est vous qui avez cassé le pied. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique. C'est une guerre entre l'Ukraine. Je voulais terminer par là. La Russie est haute parce que j'ai vu un chef d'État venir nous dire 60 ans après les indépendances, ce que c'est que l'impérialisme. Si nous retombons dans ces pièces, que c'est eux qui définissent ce qui doit être fait demain, chers Maliens, vous aurez raté la plaque. Mais comme on ne peut pas vous laisser tomber, c'est pour cela que nous parcourons les pays africains, nous parlons à la jeunesse africaine pour leur dire que 4 jeunes de la même génération, 33, 35, 38 et 42 ans, sont en train de faire ce que l'Afrique devait faire
Quand nous on commençait à Afrique Média, c'était les 28, 30, 35 ans. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que les premiers effets de cette campagne de conscientisation, d'information de la masse critique populaire africaine, sans effusion de sang, est en train de se mettre en place. Merci. Bravo aux Maliens de nous avoir aidés à avoir raison vis-à-vis de l'histoire. Bravo surtout aux Français qui, depuis la cohabitation, ont de la peine à avoir une politique commune, adéquate et efficace vis-à-vis de leur grenier que s'appelle l'Afrique. D'accord, on s'est entendu. Merci beaucoup à vous, François Bikoro. Alors, avant de donner la parole à Issar Sissé, analyste politique, et bien sûr aussi à Charlie Kenyé, qui est stratège spécialiste des questions de développement, aussi analyste politique. Hein. Alors, je propose, mesdames et messieurs, que nous prenions cette attitude des ministres français des Affaires étrangères, et bien sûr des représentants du Mali et bien sûr de la France lors du conseil, de la réunion du Conseil de sécurité cette réunion qui a presque tourné en un clash entre Paris et Bamako à travers donc le ministre des Affaires étrangères. C'est une réunion pour présenter le rapport sur le Mali. Alors, réalisation, si c'est prêt. Voilà, merci. Donc, nous proposons donc cette attitude de ministre des Affaires étrangères, le ministre français et le ministre malien. Je remercie son Excellence M. Diop de sa déclaration. Le représentant de la France a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétées à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle que le redéploiement de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. Le communiqué publié à cette occasion par la présidence de la République française a été transmis aux membres de ce Conseil. Cette manœuvre de redéploiement avait été décidée le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait sur le constat que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali. La France en avait rendu compte devant ce Conseil. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la communauté internationale, et ce, depuis le début de son intervention militaire au Mali en 2013, intervention qui reposait sur une demande des autorités maliennes. Dans ce contexte, je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays, pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. La France se conforme aux prescriptions de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013, malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le 2 mai dernier. La France restera engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad,
aux côtés de tous les États responsables qui font le choix de la lutte contre le terrorisme et du respect de la stabilité et de la coexistence entre les communautés. Nous poursuivrons le combat contre le terrorisme en coordination avec l'ensemble de nos partenaires et nous continuerons également à soutenir les populations civiles qui sont les premières victimes du terrorisme. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur. Est-ce que c'est pas bon? Vous êtes pas là. Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, a demandé la parole pour faire une haute déclaration. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite, maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité et à la face du monde des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Voilà, merci donc madame, messieurs, à vous de nous retrouver sur ce plateau. Alors Issa Cissé, vous venez aussi de regarder ces extraits, ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a assisté pratiquement à un affrontement diplomatique entre la France et le Mali. Le Mali pratiquement engagé, déterminé à pouvoir soutenir sa plainte auprès du Conseil de sécurité. Comment est-ce que vous... Quelle est un peu votre réaction après avoir regardé un tel élément? Merci de me redonner la parole. Ici, je me réjouis et j'explique à tout le monde en analyse politique. La réponse française n'est qu'une fuite à l'avant. Parce que c'est le 4e pilier de la France-Afrique qui est en jeu en ce moment. Il faut savoir que 14 pays est tuteur de la France, plus le Comore s'appelle les 15. D'où la France joue de sous-traitant entre l'Afrique et les États-Unis. Donc la France est épinglée par peur, avant que ce conseil ne s'asseye, les États-Unis ont envoyé dépêcher une mission au Mali pour voir les tenants et les aboutissants de ce que le Mali avance. Vous allez y comprendre. Parce que lorsque la mission américaine est venue via son ambassadrice, les aboutissants lui ont été formulés et la France est en fuite de l'avant. Parce que c'est la relation qui se coupe maintenant entre la France et les États-Unis. Ils font preuve d'approuver devant les États-Unis que c'est mensonger et que c'est faux. Et alors que, quand on regarde, les États-Unis ont commencé à laisser la France parce qu'ils savent que les Maliens ne vont pas laisser. Et si les Maliens ne laissent pas, l'Amérique, dans ses idées, ce sont eux qui vont perdre les relations africaines. Donc ils vont essayer de là tout de suite pour lâcher la France, d'où tout de suite les États-Unis ont condamné un oligarque français sur le financement du terrorisme. Donc c'est pour dire à l'autorité française, ne nous en veux pas,
les choses sont telles qu'elles sont. Au lieu que nous perdons la branche africaine, nous leur permettons vraiment d'exposer le problème. C'est votre affaire. 1. En 2, c'est la complication aujourd'hui. Comme l'aîné avait parlé, en 2014, lorsque la France venait au Mali, et je vais répondre vraiment à l'envoyé français, qui dit que la France est venue sous la demande d'une autorité malienne. Mais pourquoi la France s'est si opposée que l'armée malienne ne rentre pas en France s'il était sûr qu'il était venu à la demande de notre autorité? Et la France a refusé que l'armée malienne ne vienne à Kidal. Et quand vous venez, la surenchérie que le Tchad avait fait, Idriss Déby, que la paix soit sur lui, a accepté de remplacer l'armée malienne à Kidal et qui a consolidé avec le retrait de l'armée malienne. Et que la France a fait ce qu'elle veut. Et la France a montré aux yeux du monde entier depuis 2013 qu'il n'y avait pas de terrorisme au Mali. Parce que Yaka Gali est vivant, Amadou Koufa est vivant, Oumar Ben Mokhtar est vivant, et la France demande à l'autorité malienne d'aller faire une réunion à Ouagadougou pour s'entendre avec le MNLA, les bandits. Est-ce qu'il n'y avait plus de questions de terrorisme? Donc c'est pour vous dire tout simplement que la France a continué à armer les djihadistes qui étaient au Mali pour ses actions, qui étaient au Mali pour ses missions, croyant que le Mali allait tomber. Parce que la France a toujours opté sur une de ses voies privilégiées que je vous montre ici. Quand vous voyez ça, c'est la division du Mali depuis 1957 par la France. Le Mali, le Niger, en allant vers le Tchad en noir, en remontant vers l'Algérie et en redescendant vers la Mauritanie. Tombouctou, Gao, Boundam appartiennent à la France depuis 1957. C'est une loi qui a été votée à l'Assemblée française après l'avis de l'Union française et le Conseil de la République ont voté cette loi. Loi numéro 57-27 du 10 janvier 1957. Et partant de là, la France a amené dans ses valises 69 pays pour défendre ses idées en donnant confiance aux Américains qu'ils maintiennent la solution au Mali et qu'ils peuvent leur porter confiance. La police de l'aménagement, donc c'est pour dire que la plante du Mali va dans le sens qu'aujourd'hui, la fin de la mission de l'aménagement, la fin de la mission Barkhane, d'où ils ne veulent pas vraiment que ça se discute. Les 69 pays qui sont présents au Mali, l'Allemagne, Bénin, Burkina Faso, Bangladesh, Cameroun, Gambie, Ghana, Guinée, Indonésie, Italie, Jordanie, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Sénégal, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Canada, Côte d'Ivoire, Égypte, Finlande, France. Les pays qui constituent l'armée de l'aménagement. L'Allemagne, 61, l'Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, Gambie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Danemark, Égypte, Estonie, Espagne, Lettonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Ghana, Guatemala, Guinée, Indonésie, Iran, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, Lettonie, Libéria, Lituanie, Mauritanie, Luxembourg, Mexique, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchad, Turquie, Togo, Tunisie, Ukraine, Zambie. Voilà, c'est le déclin et la fin de toutes ces missions sur le Mali aujourd'hui. D'où les Américains, pour sauver la peau, veulent lâcher la France. Parce qu'ils savent que les Maliens ne vont pas lâcher cette prise. Et que c'est la preuve réfutable pour dire que cette mission venue au Mali n'était que mensonger. Parce que quand tu regardes tous ces pays, l'armée de l'aménagement composée de 12 968 militaires, pendant 9 ans, il n'y a eu que 158 morts.
426 blessés. Et l'amunissement est réparti sur toute l'étendue du territoire malien, sur 5 sites. Et secteur nord-est à Kidal, secteur nord, Kidal, Tessalit, Aguelok, secteur sud, Bamako, secteur est, Gao, Menaka, Ansongo, secteur ouest, Tombouctou, Ber, Gundam, secteur centre, Mopti, Sévaré et Douanzan, pour lutter contre 3000 djihadistes pendant 9 ans, avec 12 968 militaires. Donc c'est la conséquence aujourd'hui et la fin de la mission onusienne sur notre sol et la fin de Barkhane, d'où la France se défend, vaille que bec et ongle. Donc les Maliens ne vont pas laisser la prise. Nous allons pousser vraiment toutes les preuves adéquates pour dire qu'aujourd'hui, cette mission n'a plus ses raisons d'être. Ce ne sont que ces questions énergétiques, géostratégiques, qu'une entreprise française a évalué la patrimoine malienne. La voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Issa Cissé, pour toutes ces informations, ces précieuses informations qui nous permettent de mieux cerner ce qui se passe concrètement sur le terrain. Nous allons sortir de la question avec vous, Charlie Kenny. Alors, vous avez été énormément interpellé sur ce plateau à la fois par le président Célestin Diamé et bien sûr l'ambassadeur François Bikoro, parce que vous êtes stratège, c'est vous qui allez nous permettre de comprendre un certain nombre alors, on invoque avec vous la science. Et peut-être, je vais vous lancer avec cette question. Comment est-ce que, au regard de tout ce qu'on a dit sur ce plateau, Charlie Kenny, de quoi refait l'avenir dans cette affaire, si on peut l'appeler ainsi, entre qui oppose le Mali et la France? Déjà, je salue mes prédécesseurs pour leur brillante intervention sur les différentes questions qui leur ont été posées, bien sûr, de nature à véritablement expliciter la thématique qui est mise au débat. Mais il est impératif, avant de répondre à votre question, d'expliquer 2 ou 3 choses qui ont été dites conformément aux sorties du représentant de la France du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. Premièrement, il faut rappeler que je suis très heureux de voir déjà que le temps a changé. Ça veut dire que véritablement le Mali a eu raison. Vous savez, hier on nous parlait de la junte malienne. Vous avez bien entendu l'ambassadeur de France aux Nations Unies parler des autorités maliennes. Le mot est profond. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la junte malienne, mais on parle des autorités maliennes. Mais il faut également comprendre d'où vient cette assertion. En réalité, cela vient du fait que lors de son discours à la tribune des Nations Unies, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre malien faisait savoir que dorénavant, le Mali répondra par le principe de la réciprocité, en convoquant donc la France, ou alors les autorités actuellement au pouvoir en France, de juntes françaises. Et ça choque parce que c'est un discours qui est pesant, puisque ça a été répété à l'échelle internationale par plusieurs médias, où on a taxé un pays comme la France, soi-disant, entre guillemets, porteuse de valeurs, respectueuse des droits de l'homme, comme étant une junte au pouvoir. Donc la France, justement, pour limiter les gaffes, comprend qu'elle doit effectivement aller dans ce cadre de la réciprocité. Et aujourd'hui, on est sorti du discours de la junte malienne au pouvoir à les autorités maliennes au pouvoir. C'est-à-dire que vous comprenez véritablement que lorsque vous avez en face de vous de pareils ennemis, il faut répondre proportionnellement par rapport aux attaques qui vous sont soumises. Et vous voyez que le Mali, pour avoir répondu proportionnellement aux attaques qu'elle subit, le temps a changé. On n'est plus dans le discours de la junte militaire malienne au pouvoir, mais on parle des autorités maliennes. Donc véritablement, je crois que rien que sur cette sortie, l'ambassadeur de la France aux États-Unis vient de donner raison au Mali. Puisqu'il reconnaît clairement qu'il y a des autorités. C'est-à-dire que le mot est fort, ce sont des autorités. Ce n'est pas une jeune. Ce sont des autorités de la transition du côté du Mali, premièrement. Deuxièmement, également, je suis désolé de dire que j'ai comme l'impression qu'en réalité, ce diplomate, il est très peu intelligent. Mais en réalité, il est un peu à l'image de la plupart des diplomates français à l'échelle africaine. Ils sont très peu réfléchis.
Parce que les choses dont nos petits frères peuvent facilement comprendre. Si moi, Kenya, je peux comprendre ça, j'ai du mal à comprendre qu'un ambassadeur comme celui-là n'arrive pas à comprendre ça. Je vous prends 3 cas ou 3 éléments qu'il a annoncés là, qui en réalité non seulement sont des faussetés, mais ne traduisent même pas le principe de supériorité qu'il voudrait véritablement vendre à l'échelle internationale au reste du monde. Premièrement, il vous dit la France a été invitée au Mali à la demande des autorités maliennes, ce qui est une fausseté d'une ordre pareille. Si on s'en tient au dit de l'ancienne ministre malienne de la culture, Amina Traoré, qui faisait savoir que la France n'a jamais été invitée au Mali. La France s'est invitée au Mali. D'ailleurs, un général français l'a démontré à suffire. Et pour l'avoir fait, le lendemain, il a été remercié. Il y a un général français qui disait que l'arrivée en France, l'arrivée de l'armée française au Mali était une nécessité. Il continue dans ses propos, et je rappelle qu'il était interviewé par un média français, en disant que l'armée française au Mali était là pour tout faire sauf combattre le terrorisme. C'est un général, un ancien chef d'état-major des armées françaises qui le dit. Le lendemain, il a été remercié par les autorités politiques. Donc, véritablement, venir à Mondo Vision nous dire que la France a été invitée par les autorités maliennes est une fausseté. La France s'est invitée au Mali parce que justement, depuis ce qu'ils avaient appelé l'Organisation pour la coopération du Sahel, où en réalité il s'agissait de contrôler les immenses richesses qui se trouvaient dans cette partie-là, la France avait une nécessité à véritablement rester dans cette partie du continent. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'officiels français qui le disent à suffire. Je crois qu'il y a même un officiel de l'armée française qui le disait que la présence de la France au nord du Mali, c'était de jouer, je vais dire quoi, au double jeu. C'est-à-dire que pendant qu'en réalité on encourage les rebelles, on les fournit les armes, on les fait savoir que s'ils parviennent à résister, c'est parce qu'on les soutient. De l'autre côté, on tient le même discours du côté des autorités de Bamako. Ça fait en sorte que non seulement à travers nos différents parrains, parce que derrière l'État français, il faut également voir les multinationales, telles que les grands lobbying de vente des armes. Non seulement on fait couler notre business, mais bien encore, on fait en sorte que les deux parties qui sont en train de s'affronter sont en accord avec nos doléances. On dira demain à l'État malien que si vous gagnez, si vous arrivez à gagner cette guerre, vous nous êtes redevables. On dira aux rebelles que si vous arrivez à remporter le combat sur l'État malien, vous êtes également redevables. Et derrière ces enjeux également, il faut savoir que les réserves d'uranium du côté du Niger étant en train de s'épuiser, il y a de vastes richesses, de vastes réserves d'uranium dans le nord du Mali, précisément dans la région de Tessalit. Donc le rôle de la France également était de lorgner ces richesses-là parce qu'il fallait trouver un supplément ou alors supplier le Niger pour ces réserves qui sont en train de s'épuiser. Ça, c'était pour le cas de la France qui a été invitée au Mali. Maintenant, je m'en vais dans ce qu'il a dit, la France est au Mali depuis 9 ans. Mais vraiment, s'il était réfléchi, il ne devait même pas dire ça. Parce que si son rôle là-bas, c'est de défendre la France, il ne peut pas prendre en exemple un échec. Parce que quand il dit la France était là-bas depuis 9 ans, s'il avait quelqu'un de lui en face, il devait lui répondre depuis 9 ans pour quel résultat? Bon, j'ai bien envie de demander à cet ambassadeur, la France était au Mali depuis 9 ans pour quel résultat? Résultat zéro, mais quand même. Depuis l'arrivée de la France au Mali, le Mali n'a fait que perdre des parties de son territoire. C'est-à-dire que quand la France arrivait, la guerre se situait dans le nord. Mais en pratiquement 9 ans de présence, les rebelles étaient aux portes de Bamako, pour ceux qui ne le savent pas. Les rebelles sont arrivés à Bamako. D'ailleurs, lorsqu'on parle même de ça, on a envie même de questionner la CEDEAO. Parce que les rebelles arrivés aux portes de Bamako, le gouvernement malien a sollicité l'aide de la CEDEAO. La même CEDEAO qui, quelques années avant, avait mobilisé 6500 hommes pour aller défendre la démocratie en Gambie, pour chercher Yaya Jammeh installé Adama Barrow au pouvoir. Ce même Adama Barrow, aujourd'hui, qu'on se retrouve être un antidémocrate. Mais la CEDEAO avait pu mobiliser 6500 hommes pour aller défendre la démocratie en Gambie. Mais le Mali, donc, qui demande l'aide de la CEDEAO pour protéger l'intégrité de son territoire, pour protéger sa souveraineté, la CEDEAO n'a pas bougé d'un pouce. N'eût été la vaillance dont je salue la mémoire aujourd'hui du maréchal Idriss Déby, qui s'est levé comme un seul homme pour aller défendre l'État malien, au point de repousser les rebelles à la frontière avec l'Algérie. Et on sait très bien ce qu'il a été servi. La France a monté un coup comme quoi l'armée tchadienne était victime d'un certain nombre d'exactions de droits de l'homme. Le Tchad a dit je me retire et on a laissé la France. Donc en 9 ans de présence au Mali, la France n'a rien foutu. Le Mali n'a fait que perdre des parties de son territoire. Donc point d'ambassadeur, venez citer un exemple aussi médiocre. Ce n'est pas digne de son rang, puisqu'il est là-bas pour défendre la France. Mais il cite un exemple en réalité qui démontre même les faiblesses, la nullité de son pays à l'échelle internationale. Troisième bêtise, il nous dit que, et je pense que c'est une rhétorique
à laquelle on est habitué des officiels français. D'ailleurs, Macron ne cesse de le dire lorsqu'il convoque les discours dans le cadre du Mali. Il nous dit que la France a perdu 59 soldats au Mali. Mais on a bien envie de rire. À 9 ans, on a bien envie de rire. Même si cela était vrai, écoutez, est-ce que ces messieurs ont une idée du nombre d'Africains qui sont morts pour qu'ils s'appellent la France aujourd'hui? C'est-à-dire que si ces gars, la première et la deuxième guerre mondiale, parce qu'on a souvent l'habitude de citer la première guerre mondiale en exemple, mais même pendant la première guerre mondiale, l'Afrique est morte pour libérer les Occidentaux. Mais même pendant la deuxième guerre mondiale, on nous parlait ici des tirailleurs sénégalais, mais qui en réalité étaient des tirailleurs africains au niveau de l'île de Gorée. Nos ancêtres, ou alors nos grands-parents, sont allés mourir pour défendre la France. D'ailleurs, c'est eux qui ont libéré la France. Et pour les remercier, on les a mis dans des métros, parce que comme ce sont des zones souterraines, on les a mis dans les métros. Et on a fait défiler les forces américaines et françaises dans Paris pour dire que ce sont les Blancs qui ont libéré la France. Alors qu'en réalité, ce sont nos ancêtres qui ont libéré la France. Mais le pire même dans l'histoire, c'est que nos grands-parents, pour avoir revendiqué leur solde qui était impayé par la France, le 1er décembre 1944, ont revendiqué pour réclamer leur solde. Vous savez ce qu'on leur a servi? On leur a mis dans un camp et on les a fusillés. Allez lire le massacre de Tiaroy du 1er décembre 1944. Voilà la récompense que la France a donnée à ceux qui sont morts pour les libérer. On les a fusillés vivants. L'armée française a tiré sur eux parce qu'ils réclamaient des soldes impayés pour s'être battus pour avoir libéré la France contre le joug naziste. Et on les a fusillés pour les remercier. Et aujourd'hui, pour un truc qui n'a même pas de sens, où on ne les a même pas appelés, parce que je dis encore, la France n'a jamais été appelée au Mali. Quelqu'un vient nous convoquer 59 soldats qui sont tombés. C'est une insulte à la mémoire des Africains. Est-ce qu'il veut aussi que nous convoquions ceux qui sont tombés pour qu'eux ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que ça sera encore dans l'ordre de 759 ou combien de soldats français qui sont tombés? Surtout qu'ils ne sont pas tombés de façon fortuite. Parce que quand vous convoquez les accords de coopération qui lient la France et l'Afrique, particulièrement le Mali, on vous dit que lorsqu'un soldat français est engagé au Mali, en cas d'exaction, en cas de délit, il ne peut être jugé ni par la justice française, encore moins par la justice malienne. Ça veut dire que le soldat français engagé à l'étranger, particulièrement sur le sol africain, n'est pas différent d'un diplomate. Premièrement. On vous dit qu'en cas de décès de ce soldat-là, les charges y afférentes, le rapatriement de corps et le dédommagement de la France est supporté par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État malien. Quand un soldat français tombe au Mali, c'est l'État malien qui supporte les frais de rapatriement, les dédommagements et tout. C'est le Mali qui assume ça. Et des gens viennent nous convoquer des gens morts comme si c'était une... C'est-à-dire que non seulement vous n'êtes pas venus, mais vous venez, vous fonctionnez comme des diplomates alors que vous êtes des mercenaires. Mais pire encore, lorsque vous tombez, c'est-à-dire qu'en cas d'exercice, c'est-à-dire si vous violez notre souveraineté, si vous violez nos lois et règlements, si vous violez notre constitution, si vous violez la loi de notre pays, on n'est pas tenu de vous juger. Et si même au cours de ces opérations, vous arrivez à tomber, c'est nous qui allons supporter les frais de votre mort. Mais vous comprenez ça? Et les gens sont fiers de les citer un exemple. Vous entrevoyez l'avenir dans cette affaire qui a déjà quand même 1000 ans. Ça fait pratiquement depuis le mi-août que le Mali attend que le Conseil de sécurité. C'est vrai que l'ambassadeur Bikoro disait que c'est pas l'enjeu n'est pas à ce niveau-là. Le Mali a gagné pratiquement ce procès. Oui, ce qu'il faut dire déjà, c'est que en réalité, derrière cette plainte du Mali, il y a toute une volonté de pays africains qui n'osent pas toujours dire ce que le Mali le dit tout haut, mais de comprendre qu'il y a une profonde volonté de réforme du système onusien. Voilà. C'est-à-dire que les Nations Unies aujourd'hui doivent être réformées parce que tel que cela a été pensé, tel que les Nations Unies ont été pensées par les vainqueurs, nous étions là dans les années 1948. Les années 1948 n'ont rien à voir avec les années 1990, qui n'ont jamais rien à voir avec les années 1900, avec les années 2000. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les puissances émergentes qui aujourd'hui véritablement ont besoin d'une siège à ce Conseil de sécurité. L'Afrique également qui pèse pour beaucoup parce que l'Afrique d'ici 2050 c'est 1,5 milliard d'habitants. L'Afrique, quoi qu'on ne veuille pas toujours le dire, dans le commerce international, quoi qu'on nous attribue une part de 2%, et pourtant c'est nous qui apportons pratiquement la moitié des matières premières qui font fonctionner l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, l'Afrique également a une part à ce Conseil de sécurité. Donc, par la sortie du Mali aujourd'hui, le Mali interpelle justement ces États-là à véritablement se ranger derrière le pays
pour appeler à ces réformes du système onusien. Mais mieux encore, ce système pêche parce qu'il est incapable même de respecter ce que lui-même il s'est fixé. Parce que l'article 34 et 35 de la Charte des Nations Unies, au niveau de l'article 35 dit que il est du devoir de tout membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies à pouvoir demander à une enquête face à un différend qui l'opposerait à un autre État membre des Nations Unies. Ça, c'est l'article 35. L'article 34 va bien plus loin et dit que il est obligatoire pour le Conseil de sécurité des Nations Unies d'enquêter sur tout différend qui serait porté à son attention par un État membre des Nations Unies de nature à créer un différend face à un autre État membre des Nations Unies. Donc, rien que sur la base de l'article 34 et l'article 35, le Mali s'étant plaint, le Mali ne devait même plus parler. Les Nations Unies devaient s'auto-saisir, faire la lumière sur cette affaire afin que la vérité se fasse et que la vérité soit sûre pour éviter un différend entre les deux pays. C'est la Charte des Nations Unies qui le dit. Ce qui n'a jamais été fait. D'ailleurs, les Nations Unies ne sont jamais senties concernées par cette affaire. Mais c'est également parce qu'il faut comprendre que lorsque le Mali porte justement cette volonté au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Chine qui est membre, parce qu'il faut rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est 15 membres, dont 5 permanents et 10 qui sont non permanents. C'est la Chine qui est là, mais la Chine à elle seule, vous comprenez, en tant que qui était président du Conseil, pouvait également, parce que là également, il faut rappeler que on est un peu triste, vous suivez un peu, par rapport à certains pays qui véritablement, pour nous qui considérons, parce qu'il faut également que nous sommes dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, ce sont des intérêts, mais nous pensions que, parce que nous aspirons tous à un meilleur, c'est-à-dire qu'à savoir à une certaine multipolarité du monde, on se sera attendu à ce qu'un certain nombre de nations dans cette dynamique malienne puissent véritablement être soutenues. Parce que moi j'ai comme l'impression que les pays qui pour habitude, ou alors avec lesquels nous partageons la même idéologie, à savoir l'évolution vers un monde multipolaire, véritablement ne soutiennent pas cette plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, aujourd'hui, il est clair que c'est la France qui assure la présence du Conseil de sécurité. Et je peux vous rassurer que sous la présence de la France, cette réunion n'aura jamais lieu. C'est une vérité absolue parce que les preuves dont dispose le Mali aujourd'hui, elles sont claires, elles sont certaines. D'ailleurs, elles n'ont même pas besoin d'être dites. Je prends un cas très simple. Très rapidement, parce que là, oui, s'il te plaît. La France a eu à faire des vols, entre guillemets, des vols commerciaux sur le territoire malien, qui en réalité étaient des vols militaires, dans la direction du Grand Nord, où, à partir du moment où elles ont approché l'espace aérien malien, elles ont éteint les transpondeurs. Alors qu'au départ, parce que lorsque vous décollez, il y a ce qu'on appelle, vous donnez votre plan de vol. C'est-à-dire que avant de décoller, votre plan de vol est connu depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage. C'est-à-dire que la France annonce qu'elle a un plan de vol pour aller justement fournir les denrées alimentaires dans une localité du nord du Mali. Elle décolle, mais à peine, ou alors avant de traverser l'espace aérien malien, elle éteint son transpondeur parce que c'est le transpondeur qui permet justement au radar au sol de détecter l'appareil ou alors l'aéronef traversant l'espace aérien. Elle éteint son transpondeur et pas faire ce qu'elle a fait là-bas, entre guillemets. Elle décolle on a vu des avions décoller même depuis la Côte d'Ivoire, même depuis la France, qui en réalité avaient été coloriés comme des avions commerciaux, mais qui en réalité étaient des avions militaires. Elle fait ce qu'elle a fait et elle retourne véritablement sans signaler sa présence sur l'espace aérien malien. Mais c'était sans compter la technologie présente aujourd'hui sur le sol malien, la technologie russe, qui permet à ce que, même si vous n'officialisez pas votre présence dans l'espace aérien, il est possible véritablement de savoir qu'un aéronef a décollé du sol malien, est sur l'espace. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et enfin, si vous permettez, au niveau de la zone des 3 frontières, comme dans le nord du Mali, depuis que la France a quitté ces régions-là, c'est-à-dire que depuis que les bases de la force Barkhane ont libéré ces régions, on observe une certaine accalmie dans ces régions-là. Parce que la zone des 3 frontières, c'est la zone qui est entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Quand la France y était, il ne se passait pas une journée sans qu'on nous parle des attaques terroristes dans ces régions-là, où les armées, les populations civiles étaient des cibles. Mais depuis que la force Barkhane a libéré cette région, je vous parle depuis pratiquement quelques mois, on observe une certaine accalmie là-bas. Et pourtant, les armées aujourd'hui qui assurent la sécurité de ces régions-là n'ont pas la logistique que possédait la force Barkhane. D'accord, c'est entendu. Qui avait des drones, qui avait des satellites. Mais malheureusement, ou alors heureusement, depuis que ces armées respectives des 3 pays sécuriser la région des 3 frontières,
l'accalmie est arrivée, on n'observe plus des attaques terroristes. Rien que sur cette base, on comprend très bien qu'on voit directement qui en réalité encourage ou alors faciliter les attaques dans ces régions. Surtout que nous sommes dans une région désertique où l'ennemi est visible à des kilomètres. À distance. Merci beaucoup, Charlie Kenye. C'est entendu. Alors, Président Sengani Djamène, nous avons... Alors, il ne sait pas comment on va faire pour le... Oui, allez-y. Sur la démographie africaine, je pense que Charlie a raison d'abord d'évoquer l'article 35 et 37 sur les enquêtes, qui reviennent de droit à chaque État membre de l'ONU pour saisir les États ennemis qui attaqueraient d'autres membres. Ça, c'est clair. Maintenant, cela, il faut aussi ajouter, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, c'est l'article 51. Ça veut dire que la charte des Nations Unies garantit à chaque État le droit d'utiliser la légitime défense. Si effectivement l'enquête, la plainte déposée par le Mali n'a aucune grâce auprès du Conseil de sécurité, parce que peut-être qu'elle sous-estime le Mali, elle le discrimine, parce qu'on est africain, alors là, si la France ou quelques pays que ce soit s'amuse encore à attaquer, à violer l'intégrité territoriale malienne ou sa souveraineté nationale, eh bien, elle aura le droit d'utiliser l'article 55 de la Charte de l'ONU et donc de se défendre elle-même. Bien sûr, elle est en coopération avec la Russie, comme on sait maintenant, sur la population africaine, parce qu'en vérité, il y a un enjeu majeur sur l'entrée au Conseil de sécurité, l'entrée au Conseil permanent de sécurité. Il n'y a aucun État africain. Aujourd'hui, il y a 5 pays, on va dire 5 puissances occidentales, vainqueurs de la guerre, sauf la Chine, qu'on a intégrées pour défendre ses intérêts à elle. Comme si l'Afrique n'avait pas d'intérêt à défendre. À l'horizon 2050, nous serons, non pas 1 milliard, mais plus de 2 milliards, 100 millions d'habitants. C'est une puissance démographique. Merci. Et dont l'Afrique a le droit de revendiquer une place au Conseil de sécurité. C'est entendu, Président. Mesdames, Messieurs, merci.